Ce balado est une présentation du Centre de services scolaires Chemin du Roi. Apprendre, réaliser, ensemble. Bienvenue à Après la cloche, le balado conçu pour accompagner les enseignants dans leur parcours professionnel avec une attention toute particulière pour ceux en début de carrière. Notre mission? Vous offrir des outils pour grandir, nourrir votre bien-être et renforcer votre sentiment d'appartenance à la communauté enseignante. Ici, nous partageons des histoires inspirantes d'enseignants et d'experts qui, chaque jour, contribuent à créer un milieu scolaire humain, inclusif et bienveillant. Bonjour tout le monde et bienvenue à Après la cloche, le balado où on parle d'insertion professionnelle, de bien-être et de tout ce qui touche le quotidien des enseignants. Aujourd'hui, comme toujours, j'anime ce balado avec Pascal Romano. Bonjour Pascal. Salut! Mentor ressources au Centre de services scolaires Chemin du Roi. Nous recevons deux invités extraordinaires qui évoluent dans un domaine essentiel et souvent méconnu, l'adaptation scolaire. Oui, un domaine super vaste et surtout très humain qui vise la réussite pour tous les élèves du Québec, rien de moins. On a la chance d'accueillir aujourd'hui Alice Montcalm. Bonjour Alice! Allô! Enseignante en insertion professionnelle à l'École secondaire Avenue Nouvelle dans le secteur du Moulin. Et Marie-Ève Auger qui est mentor et enseignante en adaptation scolaire à l'École Marie-Leneuf en déficience intellectuelle et en autisme. Bonjour! Allô! Alors, elles vivent ces réalités-là à tous les jours. Alors, on est vraiment content de les avoir avec nous. Effectivement, bonjour à vous deux. Très heureux de vous avoir avec nous. Aujourd'hui, on va explorer les différents visages de l'adaptation scolaire, les parcours pour y entrer, les forces nécessaires pour y faire face, la diversité des secteurs et les particularités de chacun. Bref, un épisode riche qui va sûrement éclairer plusieurs nouveaux enseignants et peut-être même en inspirer quelques-uns. Alors, sans plus tarder, on plonge dans cette conversation. Pour commencer, les filles, j'aimerais vous entendre chacune sur votre parcours. Comment vous êtes arrivées en adaptation scolaire? Est-ce que c'était un choix évident dès le départ ou finalement, ce fut un choix qui s'est imposé au fil du temps? Bien, de mon côté, dans le fond, ça a été comme un petit peu à l'envers. J'ai choisi l'adaptation scolaire parce que je voulais travailler en déficience intellectuelle. OK. Tu sais, fait que j'ai cherché c'était quoi les métiers possibles avec la clientèle en DI. Puis, bien, l'adaptation scolaire, c'est ce qui m'a... c'est ce que je préférais, dans le fond. Donc, c'est ça. Puis, j'ai eu la chance qu'après mon bac, j'ai toujours travaillé en déficience intellectuelle. Donc, j'ai comme réalisé mon rêve professionnel. Wow. Dis-moi, pourquoi la DI à la base? Pourquoi la déficience intellectuelle t'attirait? Parce que j'ai travaillé avec des enfants puis des adultes déficients dans un camp de vacances. OK. Puis à la fin de l'été, j'ai dit, OK, moi, je passe ma vie avec ces personnes-là. Fait qu'il faut que je me trouve une job. Donc, maintenant, tu es à Marie-Leneuf. Oui. Une école qui est supra. Peux-tu nous expliquer ça, là? Supra... Ah oui, supra-régionale. C'est ça, merci. Donc, vas-y. dans le fond, l'École Marie-Leneuf, c'est une école supra-régionale. Ça veut dire que pour certaines clientèles, en plus d'accueillir les élèves ou les enfants qui habitent sur le terrain de Chemin du Roi, sur le territoire de Chemin du Roi, ils peuvent aussi accueillir des élèves qui sont de l'Énergie ou de la Riveraine. Puis j'ai même appris cette semaine que ça peut être de Portneuf. OK. Tu sais, c'est vraiment là toutes les CSS qui sont autour de nous parce qu'on ne se le cachera pas. Autour, c'est des CSS un petit peu plus petits. Fait qu'ils peuvent ne pas avoir tous les services nécessaires, tandis que Marie-Leneuf, avec le bassin, C'est une terre d'accueil, en fait. On Ouais, accueille c'est ça. Mais tu sais, c'est vraiment dans des cas exceptionnels, là. OK. Ouais. Ouais. Et votre clientèle, c'est de 4 ans à... 21 ans. OK, Ouais. super bon. Déficience intellectuelle moyenne à sévère, déficience profonde, déficience physique, autisme, mais avec grands besoins. Les multi-handicapés, tu m'avais Oui. dit. Ouais, Exact. c'est ça. Et toi, Alice? Bien, moi, j'ai toujours su que je voulais travailler en relation d'aide avec des individus qui ont des besoins particuliers. Donc, au départ, j'ai appliqué au baccalauréat en psychologie. OK. Puis, je m'étais dit, je vais prendre l'adaptation scolaire comme plan B. Puis, finalement, j'ai été admise au bac en psychologie. Mais quand je suis arrivée pour faire mon choix entre ces deux programmes-là, j'ai comme réalisé, Colin, j'ai tout le temps eu des emplois avec qui je travaillais avec des enfants, que ça soit le camp de jour, j'ai été monitrice de planche à neige, j'ai fait beaucoup de tutorat. Fait que c'est là que je me suis rendu compte qu'au final, j'étais vraiment attirée par le contact direct avec les jeunes. Puis c'est pour ça que j'ai fini par choisir l'adaptation scolaire finalement.
Puis, je trouve qu'en adaptation scolaire, c'est vraiment une belle porte d'entrée vers plein de types de classes différents, une grande variété de clientèle. Fait que c'est facile en tant qu'enseignante de s'épanouir puis de trouver une classe qui rejoint vraiment nos intérêts. Tout à fait. Puis là, toi, ça fait 1 an que tu enseignes. Oui, c'est ça. C'est ma première année Toute nouvelle d'enseignement. enseignante. C'est ça. Ouais. C'est un beau défi, bravo. Oui, ouais. vraiment. OK. Quand on parle d'adaptation scolaire, il y a plusieurs voies d'accès possibles. Pouvez-vous nous expliquer concrètement là, quelles sont les façons d'entrer dans ce domaine-là qui est l'adaptation scolaire? Je pense par exemple au bac en adaptation scolaire, justement, au BPEP avec des crédits en adaptation, aux critères de capacité, par exemple. Comment ça fonctionne pour une personne qui débute dans ce domaine-là? Qui débute ou qui est aux études puis qui serait intéressé à aller travailler Oui, avec vous? donc c'est sûr que la voie facile, c'est le bac en adaptation scolaire parce qu'après ça, c'est clair que n'importe quel CSS, n'importe quelle école va te reconnaître capable d'enseigner en adaptation scolaire. Sinon, une fois que tu as fait ton bac au régulier puis que tu te rends compte que ça t'intéresse, cette clientèle-là, ou que tu veux te perfectionner, il y a un certificat en adaptation scolaire. Puis après 15 crédits, le CSS peut te reconnaître ton critère capacité, justement. OK. Puis une autre façon aussi qui peut être utilisée ici à Chemin du Roi, c'est que tu commences en enseignement et tu acceptes un contrat, un remplacement à long terme en adaptation scolaire. Puis après un certain nombre d'heures, que là, je ne peux pas vous nommer aujourd'hui. De toute façon, tu es appelé à changer. c'est ça. Oui, exactement, c'est ça. Bien, le CSS va reconnaître ton critère capacité, même si tu n'as pas fait de cours, parce que tu as de l'expérience. OK. Puis, tu sais, comme c'est pas juste quelques jours, là. Tu sais, ça va être vraiment plusieurs mois. Ça, c'est sûr que c'est ici à Chemin du Roi. On serait dans un autre CSS, peut-être que cette règle-là serait différente, là. OK, parfait. Hey, merci. Comme on le sait, là, dans le monde de l'éducation, l'adaptation scolaire, c'est pas un milieu comme les autres, hein, on le sait. Travailler dans cette voie de l'éducation, ça demande un profil qui est assez particulier. Selon vous, c'est quoi les qualités personnelles qui sont vraiment essentielles pour accompagner ces élèves-là? Puis plus concrètement, là, ça prend quel type de personne pour enseigner en adaptation scolaire? Bien, moi, je pense qu'avant tout, ça prend de la patience, puis pas juste au niveau des comportements puis des différents besoins des élèves, mais aussi par rapport à leur rythme d'apprentissage. Ils vont pas nécessairement progresser aussi vite qu'on le voudrait, fait que ça prend quelqu'un qui va croire au potentiel de ces élèves-là puis à leur progression, peu importe la manière dont leur réussite académique va se manifester. Pour un élève, par exemple, ça peut être une grande réussite de simplement se présenter à l'école puis d'être présent en classe. Fait que je pense que ça prend quelqu'un qui va adapter ses exigences aux différents profils de ses élèves. Qui va se nourrir des petites victoires. Oui, hein, c'est finalement. ça, exactement. Puis pour être capable de les faire progresser, ces élèves-là, ça prend aussi un enseignant qui va être capable de bâtir un lien de confiance avec ses élèves puis qui va prioriser sa relation avec ses élèves. Parce que sans ce petit lien-là, on ne sera pas capable de les faire progresser efficacement tout au long de l'année. Puis je pense que finalement, ça prend aussi quelqu'un qui a une bonne capacité d'adaptation puis beaucoup de flexibilité. Parce qu'en adaptation scolaire, on a souvent des classes avec des groupes hétérogènes, donc beaucoup de niveaux scolaires différents. Fait que c'est à l'enseignant d'être capable d'adapter ses contenus pour être dans la zone proximale de développement de chacun de ses élèves puis de les faire progresser adéquatement. Puis il faut aussi être capable de s'adapter à la disponibilité de nos élèves. Ouais. Puis, dans le fond, d'être capable de prendre le pouls de la classe. Fait que je pense que c'est pour ça que ça prend beaucoup de flexibilité puis d'adaptation aussi. Super bon. Puis toi, Marie-Ève? Bien, c'est simplement pour compléter, parce que tout ce qu'Alice a dit, c'est vraiment super. Tu sais. Au niveau de l'adaptation, c'est aussi, il faut quelqu'un qui soit capable de gérer les imprévus. Parce que c'est pas parce que tu as planifié quelque chose que c'est comme ça que ça va se passer ta journée. Puis, tu sais, aussi par rapport aux liens, là, c'est vrai que c'est vraiment important. Tu sais, il faut que ça soit quelqu'un qui soit là parce qu'il aime les enfants, il aime être avec eux, puis il aime être dans le moment présent avec les enfants, parce que c'est ça, ça se peut que ce que tu as planifié, ça ne fonctionne pas, mais à la fin de la journée, tu vas être quand même peut-être content. Bien, c'est de les faire Content de ta grandir, en journée. fait. Oui, exactement. Ouais, c'est ça. Puis aussi, ça prend quelqu'un qui accepte de se remettre en question, parce que souvent, la première idée de soit de stratégie d'apprentissage ou d'intervention auprès de l'élève, elle ne fonctionnera pas. Ou ce que tu as appris à l'université, ça ne fonctionnera pas avec tel ou tel élève. Fait que, tu sais, c'est important de se remettre en question puis de dépasser justement les méthodes traditionnelles. Merci beaucoup.
Les filles, on entend aussi souvent le terme adaptation scolaire. Là, dans la réalité, vous nous avez parlé de 2 secteurs. Donc, il y a des TSA ici, troubles de comportement. Mais il y en a beaucoup plus que ça. C'est un univers qui est vraiment vaste au niveau des clientèles. Donc, j'aimerais ça que vous nous parliez de tous les secteurs, les possibilités aussi de l'enseignement en adaptation scolaire. Marie-Ève? Oui. Donc, premièrement, l'adaptation scolaire peut être autant au niveau primaire que secondaire. Tu sais, c'est vraiment ouvert à tous les âges. Donc, quand on fait son bac, on n'a pas besoin de choisir, contrairement au régulier? Plus maintenant. OK. Puis ça dépend des universités aussi. Tu sais, il y a un bois à Trois-Rivières, il fallait choisir, mais là, plus maintenant. OK. Donc, c'est ça. Donc, c'est ça aussi qu'il y a toute la partie de l'adaptation scolaire qu'on appelle enseignant ortho, qui est soit du suivi en individuel ou en sous-groupe. Donc, ça, c'est vraiment une partie, moi, je dis presque à part de l'adaptation scolaire. Tu sais, c'est vraiment un autre parcours. Sinon, on a nos classes spécialisées d'adaptation scolaire où on retrouve la majorité des enseignants. Puis, ici, à Chemin-du-Roi, la majorité des classes spécialisées sont divisées par clientèle. C'est troubles de langage, autisme, déficience intellectuelle, etc. Ça peut être différent dans d'autres CSS parce que quand les CSS sont plus petits ou qui ont un très vaste territoire, là, ils vont mélanger les clientèles pour être capables de faire une classe spéciale. OK. Donc, c'est ça. Puis au secondaire, ce qu'on a aussi, c'est pour les 16-21 ans, on a des classes spéciales qui sont les programmes axés vers l'emploi, qui, là, en plus, tu sais, de continuer à enseigner, c'est tout de développer l'autonomie professionnelle des élèves. On les accompagne en stage, tout ça. Fait que là aussi, c'est un autre monde au niveau de l'adaptation scolaire. L'idée, c'est de les amener à la vie d'adulte, oui, autonome. Exactement, c'est ça. Super bon. Alice, avais-tu quelque chose à rajouter? Non, je pense que ça fait pas mal le tour. Si j'avais ajouté quelque chose là, au niveau de l'université, justement, nous, on n'a pas eu besoin de faire un choix entre le primaire et le secondaire, mais à notre dernière année de bac, on a l'occasion de vouloir se spécialiser, là, si on veut, entre les deux, fait que soit primaire ou secondaire. Puis l'université nous offre des cours plus axés sur notre choix. Fait que ça nous permet d'être un petit peu plus près entre les deux, là, dépendamment de nos intérêts. Ah, super intéressant. J'aimerais ça maintenant qu'on parle des particularités qui sont propres à vos milieux respectifs, autant ceux actuels que passés, parce que vous avez quand même des expériences variées. Alice, toi, tu travailles au secondaire en classe de troubles du comportement. Marie-Ève, on l'a dit tout à l'heure, des ITSA. Donc, quels sont les défis qui vous sont uniques à vos milieux? Puis c'est quoi les belles réussites aussi que vous vivez? Moi, en troubles du comportement, je travaille avec des élèves qui ont souvent des enjeux affectifs. Donc ça fait en sorte que le lien de confiance se bâtit tranquillement. Faut respecter qu'au départ, c'est pas des élèves qui vont prendre énormément de risques en classe. Fait qu'il faut leur laisser le temps de bâtir cette confiance-là. Puis nous, en tant qu'enseignants, il faut ajuster nos attentes en fonction des besoins de nos élèves. Il faut comprendre aussi que ces élèves-là, souvent, bien, ça peut arriver qu'il n'y ait pas eu des adultes autour d'eux de confiance. Fait que c'est pour ça que c'est un peu plus long. Oui, c'est ça. Puis, c'est des élèves aussi qui ont de la difficulté à se réguler au niveau des émotions. Fait que ça fait partie des apprentissages qu'ils font à l'école au niveau des habiletés sociales. Puis c'est autant important que les apprentissages qu'on fait au niveau scolaire. Qu'il arrive souvent qu'un élève n'est pas disponible pour les apprentissages. Fait que nous, en tant qu'enseignants, il faut rester flexible par rapport à notre planification puis laisser de côté ce qu'on avait prévu pour travailler plus sur cette régulation émotionnelle-là. Puis à l'inverse, quand on a des élèves qui sont disponibles pour faire des apprentissages, il faut être prêt à les faire progresser. C'est aussi un groupe qui est très hétérogène que j'ai cette année. J'ai des élèves qui font de la 3e année du primaire, mais j'ai aussi des élèves qui font du secondaire 1. Dans ma classe, mes élèves ont eu de grands retards scolaires. Ça fait en sorte que ça peut affecter leur estime, étant donné qu'ils ont vécu beaucoup d'échecs. En tant qu'enseignante, il faut être capable de les motiver à apprendre. Puis je pense qu'elle est vraiment là, notre réussite, quand on réussit à accrocher nos élèves, à leur donner le goût d'apprendre. C'est vraiment dans ce temps-là qu'on vit des belles réussites, que ça soit en faisant de l'enseignement par projet, des lectures authentiques, des maths autrement. Il y a vraiment plein de moyens qu'on peut faire pour motiver nos élèves en classe. Et développer leur estime d'eux-mêmes. Parce que ça vient avec des réussites, souvent. C'est ça. L'école traditionnelle ne répond pas des fois à ces élèves-là. Donc, ça vient, quand on enseigne autrement puis qu'on vit des réussites, bien, ça mousse leur estime. C'est ça. Puis il faut se raccrocher à n'importe quelle petite réussite. Comme je disais tantôt, là,
être présent en classe, ça peut être une réussite pour ces élèves-là Oui, parce aussi. que si l'année passée, il n'était pas en classe, C'est puis ça. il venait pas, puis là, il vient, mais Ouais. déjà, même si l'attitude, c'est difficile, mais tu l'as gagné. Là. Fait que c'est vraiment là qu'on ajuste nos exigences en tant qu'enseignant là, aux différents profils de nos élèves qu'on a dans la classe. Toi, as-tu trouvé ça difficile de faire cet ajustement-là? Bien, quand même, parce que ça nous prend du temps à apprendre à connaître nos élèves. Puis au début, on veut tellement les faire progresser. On se met de la pression à les faire progresser au niveau scolaire, mais la réalité, c'est que c'est pas ça la priorité. C'est notre lien avec l'élève. Puis je pense qu'il faut respecter justement son rythme pour bâtir ce lien-là. Puis ultimement, si tu y apprends à aimer l'école, ça va être le plus beau cadeau que tu peux lui faire. Exact. T'sais, ça va être bien plus gagnant que d'y faire apprendre des fractions, finalement. Oui, c'est ça. Et toi, Marie-Ève? Ben moi, dans ma classe, dans le fond, c'est une classe de déficience intellectuelle sévère à profonde. Donc, c'est sûr que avec les particularités de chaque élève, c'est très hétérogène comme groupe parce que chaque élève a soit son syndrome, son handicap. Donc, ils ont des besoins très particuliers. Puis, il y a beaucoup d'enjeux de santé aussi. Puis c'est sûr que la santé de nos élèves, c'est la priorité. Fait que c'est vraiment leurs besoins primaires auxquels on va s'attaquer en premier. Fait qu'avec ces élèves-là, c'est plus les défis qu'on voit tant que notre but, c'est de les rendre le plus loin possible selon leurs capacités, selon leur disponibilité aussi, comme Alice disait. Mais nous, souvent, ça va être une disponibilité plus au niveau de la santé. Est-ce qu'il a bien dormi? Est-ce qu'il est malade? Est-ce que, Fait que c'est ça. Fait que, on prend nos élèves où est-ce qu'ils sont rendus, on essaie de les amener le plus loin possible à chaque jour, puis de faire des petits pas, puis on est juste content du chemin parcouru. Puis c'est ça. Puis ce qui est très, très important aussi à Marie-le-Neuf, là, pas juste dans ma classe, mais dans le fond, avec cette clientèle-là, c'est de travailler aussi avec les milieux familiaux puis les intervenants. Parce que, comme j'ai dit, avec les enjeux de santé puis tout ça, puis tout ce qu'on travaille au niveau de l'autonomie, que ce soit l'alimentation, l'habillement, bien, il faut travailler de concert avec la famille parce que sinon, tout le monde travaille dans le beurre puis ça donne rien. Donc, c'est ça. Puis, notre plus grande réussite, c'est tout le temps de les voir s'épanouir, chacun à leur manière, puis de voir qu'ils sont heureux de venir à l'école, puis de leur sourire, puis que quand ils commencent à comprendre, que quand ils font tel geste ou quand ils disent tel mot, bien, on est capable de répondre à leurs besoins. Fait que là, ils sont contents. C'est beau. C'est ça. Oui, vraiment. Petite victoire par-dessus petite victoire. Exactement. Un pas à la fois. Oui, c'est ça. Quel âge ont Exactement. tes élèves? Ben, cette année, mon plus jeune, il a 5 ans. Puis mes deux plus vieux, ils ont 10 ans. OK, Mais fait qu'il y a quand même un grand gap. Mais... Mais le gap d'âge, à part physiquement, Ouais. là, il n'y a pas vraiment de différence étant donné le handicap intellectuel. OK, parfait. Hey, merci. L'adaptation scolaire, en fait, est au cœur de votre pratique, là. Vous êtes 2 enseignantes en adapte. Alors, j'aimerais savoir quels sont les leviers, les stratégies ou les approches qui fonctionnent le mieux avec vos élèves. Puis surtout, comment faire pour s'adapter sans finir épuisé, parce que ça, c'est pas mal ça le défi, en fait. Là. Ouais. Comme je disais tantôt, je pense que ce qui est important, c'est d'être capable de motiver nos élèves puis de leur donner le goût d'apprendre. Moi, ce qui fonctionne super bien avec mes élèves cette année, c'est les apprentissages par projet, surtout en utilisant les intérêts de mes élèves. Fait que, par exemple, si j'ai un élève qui adore cuisiner, mais dans son projet personnel, il va pouvoir planifier une recette. On en profite en mathématiques pour réinvestir les fractions, les additions des nombres décimaux, les multiplications. En même temps, on peut travailler le français. En écriture, il va pouvoir me décrire sa recette. Fait que les projets, c'est super motivant pour ces élèves-là parce qu'en plus de travailler à partir de leurs intérêts, on réinvestit les notions enseignées dans des situations de la vie réelle. Fait que c'est concret puis c'est authentique pour ces élèves-là. Puis aussi, en tant qu'enseignant, ça nous permet d'aller chercher plein de belles traces sans avoir à passer par l'évaluation qui est anxiogène pour les élèves habituellement. Et encore plus pour le type de clientèle que vous avez Oui, souvent. exact. C'est ça. Fait que c'est vraiment une approche qui fonctionne super bien, puis les élèves adorent ça. Puis, ce qui fonctionne bien aussi en classe, c'est les systèmes d'émulation de groupe. Avec les élèves avec un trouble du comportement, ça peut être difficile d'établir un bon climat de classe. Fait que souvent, quand on s'assoit ensemble, on prend le temps de jaser, c'est quoi notre défi en classe, quel privilège qu'on aimerait ça avoir une fois que notre défi est réglé. Bien, ça permet d'impliquer nos élèves dans le fonctionnement de la classe. C'est plus motivant pour eux, après ça, d'essayer de modifier leur comportement, étant donné que c'est eux qui l'ont choisi, le défi.
Puis je pense que sinon, c'est simplement de prendre le temps avec les élèves pour bâtir le lien. Comme par exemple, nous, au début de la semaine, on prend le temps de déjeuner avec les élèves, de jaser de la fin de semaine, de jaser de la semaine qui s'en vient. Avec ça, c'est vraiment des petits moments qui renforcent notre lien avec les élèves aussi. Tu me racontais aussi, je trouvais ça super intéressant, que pendant ce déjeuner-là, souvent les élèves allaient se nommer des objectifs Oui, c'est pour ça. la semaine, puis des défis qu'ils voulaient travailler. Puis tu me disais, à un moment donné, ça devient comme un défi de gang, de groupe, de se trouver des défis. Puis là, si lui, il s'en trouve pas ce matin-là, mais ça se peut que le petit gars d'à côté, il trouve un défi à l'ami parce qu'il le voit au quotidien. C'est jamais non plus négatif. Tu sais, tout le monde s'encourage dans ses petits défis personnels, puis c'est ça qui est beau aussi. Ça améliore le climat de la classe, puis c'est vraiment le fun. Bien, ces moments-là, des fois, on a l'impression qu'on perd du temps, mais au contraire, on en gagne parce qu'on va chercher des bons comportements par la suite. Donc, ça nous fait gagner du temps. Puis, par la suite, on peut aller plus dans le pédagogique, mais là, on a mis des bonnes bases au niveau du comportement puis du lien. Je pense que travailler sur le lien, c'est jamais une perte de temps, justement, surtout avec ces élèves-là. C'est tellement important, la relation de confiance avec l'enseignant. Tout à fait. Et toi, Marie-Ève? En déficience intellectuelle moyenne à sévère, on n'est plus dans le programme du régulier, là, le PFEQ. On est dans des programmes adaptés. Donc, c'est vraiment un programme qui est axé sur la vie quotidienne, puis d'acquérir des compétences pour, justement, plus tard, pour la vie adulte, puis tout ça. Donc, c'est sûr que toutes nos activités sont vraiment, on essaie, comme ce que Alice disait, là, qui sont ancrées dans le réel. C'est des activités signifiantes. Puis, c'est ça. Puis, tu sais, en déficience intellectuelle moyenne à sévère, on ne se gêne pas de répéter les mêmes activités. Oui. Hein, on ne peut pas dire ils l'ont fait une fois, ils vont l'avoir pour toujours. C'est pas vrai. Donc, on fait beaucoup de répétitions, on est beaucoup dans les routines, les activités insignifiantes, comme je disais. Puis c'est sûr que plus les élèves vieillissent, bien, on va vivre vraiment des activités de la vie réelle comme aller à l'épicerie pour vrai. On va se faire nos repas pour vrai. T'sais, ils vont passer l'avant-midi à cuisiner leur dîner, puis à midi, bien, ils vont le manger. Avec les plus jeunes, bien, ça va être des activités plus courtes, mais toujours dans le même esprit. Puis c'est ça. Puis c'est sûr que par rapport à l'apprentissage, bien, il y a des méthodes d'enseignement qui ont été développées vraiment pour la déficience intellectuelle moyenne à sévère. Donc, bien, on essaie de les appliquer, là, que ce soit pour leur apprendre à lire ou en mathématiques. Là, ça dépend vraiment. Super. Puis là, excuse ma question de simple enseignante du régulier. Moi, je pensais qu'il y avait juste le PFEQ qui existait sur la planète Terre au Québec. Alors, si on n'est pas dans le PFEQ, on est dans quoi? Oui. Dans le fond, à partir de la déficience intellectuelle moyenne, c'est le programme CAPS, qui veut dire compétences axées sur la participation sociale. Participation sociale, c'est comme la vie adulte. Fait que c'est un programme par compétences. Il n'y a plus de matières évaluées. Les matières sont là au service de la compétence. Donc, c'est ça. Puis, rendu à 16 ans, maintenant, ça va être CAPS 2, qui fait un petit peu penser au programme de formation axé sur l'emploi, là, qui est la suite du PFEQ pour les autres élèves, parce que en plus de continuer à les préparer à la vie adulte, on leur fait toucher au monde du travail. Donc, c'est ça. Puis la finalité, c'est ça, c'est vraiment la participation sociale, que ce soit au niveau du travail, mais peut-être du bénévolat, de la vie résidentielle, la vie en appartement, les loisirs. Puis, quand on tombe avec des élèves qui ont une déficience intellectuelle profonde, bien, eux, ils ont leur programme à eux qui s'appelle programme éducatif en éducation en déficience intellectuelle profonde. Mais ça, c'est vraiment pour des élèves très spécifiques, là. OK. Ah, merci. Je ne savais pas tout ça. Merci beaucoup. On a beaucoup de nouveaux enseignants qui écoutent le balado, on le sait, là. Si quelqu'un commence en adaptation scolaire demain matin, qu'est-ce qu'il doit absolument savoir? C'est quoi les pièges, les erreurs fréquentes qu'on doit absolument éviter? Mais là, je ne veux pas répéter tout ce qu'Alice a dit depuis le début, là, mais elle met beaucoup accent sur le lien. Là, c'est ça notre priorité. Puis, c'est sûr aussi qu'en adaptation scolaire, encore plus qu'au régulier, les règles constantes et claires, c'est très gagnant. Puis, c'est important aussi de le placer au début de l'année, puis de prendre le temps de le placer. Parce que le temps qu'on va prendre, mais je dis au début de l'année, ça peut être au début du contrat aussi, là, le temps qu'on va prendre pour placer nos règles puis nos routines, bien, on va le gagner plus tard, quand on va pouvoir enseigner.
Donc, c'est ça. Puis aussi, c'est important, encore plus important, je pense, en adaptation scolaire, de t'informer rapidement des profils de l'élève afin d'éviter de faire des erreurs. Parce que, tu sais, dans les profils, oui, ça parle de la santé, tout ça, mais ça peut parler des interventions à éviter, des interventions à prioriser, tout ça. Fait que c'est vraiment important de connaître nos élèves. Les profils d'élèves, c'est un peu comme les plans d'intervention, finalement. Bien, pas les plans d'intervention, mais les dossiers, oui, les dossiers d'élèves qu'on a exactement. réguliers. Là. Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Fait que moi, je trouve que c'est vraiment ça la base là, avec laquelle il faut commencer. Bien, Marie-Ève l'a super bien expliqué, mais en tant que nouvelle enseignante, justement, je pense que surtout au début de l'année, on se met tellement de pression, on est perfectionniste, on veut que tout soit parfait. On dirait qu'on a le goût que toutes nos activités soient planifiées pour le prochain mois, que notre classe, elle soit déjà belle. Mais tu sais, comme Marie-Ève l'a expliqué, c'est pas ça la priorité. Il faut prendre le temps d'apprendre à connaître nos élèves, de bâtir un lien, d'apprendre à travailler avec notre TES aussi, parce qu'on a souvent des TES en classe d'adaptation scolaire. Puis ça demande une petite période d'adaptation pour apprendre à se connaître, apprendre à faire les routines, apprendre à instaurer les règles de classe. Fait que comme Marie-Ève a dit, c'est vraiment pas une perte de temps, prendre le temps de tout faire ça. Parce que c'est grâce à tout ça, après ça, qu'on est capable d'enseigner efficacement à tous nos élèves. Puis, je pense qu'en sortant de l'université aussi, on a énormément de questions. Il y a plein de choses qu'on n'a pas appris. Et que c'est important d'aller chercher de l'aide, que ça soit à nos collègues, notre direction, notre mentor, nos conseillers pédagogiques. Souvent, on a peur de déranger, mais les gens, ça leur fait plaisir de prendre de leur temps pour nous aider, puis c'est important aussi. Tout à fait. Puis en jasant de mentorat, Marie-Ève, t'es mentor aussi. T'es pas seulement enseignante, il y a une partie de ta tâche qui est en mentorat. Dans l'accompagnement des nouveaux enseignants en adaptation scolaire, c'est quoi les besoins qui reviennent souvent de tes mentorés? Bien, une fois qu'on a dépassé la rentrée, là, puis tout ce qu'Alice a dit, qu'on a vécu ensemble, dans le fond, souvent, étant donné les difficultés que nos élèves rencontrent en adaptation scolaire, les nouveaux enseignants, ils vont finir par manquer d'idées. Ils vont dire, bon, là, j'ai essayé telle chose, mais ça ne fonctionne pas. Soit ils continuent à ne pas suivre la consigne, soit je ne suis pas capable de lui apprendre cette notion-là. Fait que, dans le fond, c'est vraiment de les aider, de les aiguiller vers des interventions plus individualisées ou de les aiguiller vers les bonnes personnes qui vont les aider par rapport, supposons, au conseiller pédagogique quand c'est plus au niveau des apprentissages. Puis, le gros défi en adaptation scolaire pour les nouveaux enseignants, c'est l'organisation de la classe et du temps de la journée quand tu as plusieurs niveaux académiques. Donc, tu peux pas faire seulement de l'enseignement de groupe. Fait que, comment j'organise mon espace? Comment j'organise mon temps? Si je veux enseigner en sous-groupe, qu'est-ce que je fais avec ceux avec qui j'enseigne pas? Tu sais, ça, c'est vraiment un gros défi. Puis aussi, l'autre gros défi, c'est quand parmi tes élèves, tu as des élèves qui sont non lecteurs. Parce que les élèves qui ont des immenses difficultés à lire, mais tu sais, en déficience intellectuelle, on a aussi des élèves qui ne lisent pas du tout, là. Bien, c'est difficile de savoir qu'est-ce que je vais faire avec ces élèves-là pour les aider à apprendre, mais aussi qu'est-ce que je peux faire pour augmenter leur autonomie. Fait que, tu sais, on navigue beaucoup là-dedans. OK. Puis, on va profiter de vous parce que c'est rare qu'on reçoit une mentor et sa mentorée aussi. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre relation, de votre collaboration ensemble? Moi, si j'avais un mot pour décrire le mentorat avec Marie-Ève, c'est vraiment rassurant. Comme j'expliquais tantôt, on sort de l'université, on a plein de questions, on a plein d'inquiétudes, tu sais, que ça soit par rapport aux bulletins, aux critères d'évaluation, au plan d'intervention, c'est quoi mes ressources disponibles? Hey, ça fait du bien d'avoir quelqu'un qui nous est attitré pour répondre à toutes ces inquiétudes-là. Puis, un début d'année, on va se dire, c'est vraiment difficile. Oui. Tu sais, souvent, on est un peu en surcharge avec le fait d'apprendre à connaître nos élèves, apprendre à s'adapter à notre nouveau milieu de travail. Fait que ça fait du bien, des fois, de juste pouvoir se confier à quelqu'un qui est passé par là. Tu sais, ça dédramatise plusieurs situations, vraiment. Puis, comme Marie-Ève expliquait, dans toute cette surcharge-là, souvent, on a l'impression qu'on a tout essayé, qu'il n'y a plus de solution. Fait que ça fait d'avoir quelqu'un qui est objectif, qui n'est pas dans ton milieu de travail, puis qui t'arrive avec des nouvelles pistes d'intervention, des nouveaux outils. Fait que souvent, moi, quand je ressortais de mes rencontres avec Marie-Ève,
je me sentais beaucoup plus légère, mais aussi je ressortais avec une petite boîte à outils de plein de belles choses à essayer dans les prochaines semaines. Fait que ça amène un petit vent de motivation là, pour les nouveaux enseignants. Ça permet de faire des grands pas professionnels en Oui. peu de temps. En fait. C'est ça, exactement. Puis j'aime beaucoup ce que tu dis parce que quand on demande au mentoré, au centre de service, qu'est-ce que ça t'apporte, le mentorat, bien, le filet de sécurité, là, c'est ce qui ressort le plus souvent. Vraiment. Ils se sentent plus apaisés parce qu'ils vont valider leurs interventions, ils se sentent appuyés. Fait que ça, c'est super beau. Puis comme mentor, ça nous apporte des affaires aussi. C'est pas juste le mentoré qui reçoit dans une relation de mentorat. Il y a un mot pour ça là, en anglais, c'est reverse mentoring, je pense. Donc, toi, qu'est-ce que ça t'apporte, le mentorat, Marie-Ève? Bien, si on va en général, c'est sûr que ce que je trouve, là, c'est l'ouverture. C'est l'ouverture de jaser ensemble, de regarder les choses ensemble. Puis si je pense juste à Alice, moi, ce que j'aime avec Alice, c'est qu'on réfléchit ensemble. Tu sais, là, elle dit que j'y apporte des outils et tout ça, mais on a réfléchi ensemble, on s'est questionné ensemble. Fait que, tu sais, il y a vraiment un échange. C'est pas seulement qu'elle pose des questions puis que moi, je donne les réponses. Là. Un deuxième cerveau. Oui, Ouais. exactement. C'est ça. Tu sais, on réfléchit ensemble. Fait que tout ça, c'est riche parce que souvent, ça va faire que moi, je vais apprendre quelque chose de nouveau, soit d'en dire, hey, oui, quand il arrive telle chose, telle situation, ça peut fonctionner. Fait que, tu sais, moi, je le mets dans mon petit sac à dos pour la prochaine fois que je vais avoir une rencontre avec quelqu'un d'autre. Fait que c'est ça, ça nourrit. Oui, parce que je te comprends. C'est pas parce que ça fait un certain temps qu'on enseigne qu'on se remet pas en question. Fait que c'est plus une collaboration entre mentors, mentorés. Oui. On peut avancer ensemble. Oui, Exact. exactement. Puis si je peux ajouter, moi aussi, pour faire du mentorat, bien, je trouve que ça redonne la motivation, des affaires qu'on avait dans notre carrière laissé tomber ou des nouvelles approches qu'on a moins entendu parler. Souvent, les jeunes sont beaucoup sur les réseaux sociaux. Fait que là, ils entendent parler de plein d'affaires. Fait que c'est très motivant, je trouve, de rencontrer des jeunes enseignants comme ça qui ont plein d'idées. Ça nous donne des idées, ça nous redonne la flamme aussi. C'est très beau. Donc, mesdames, pour terminer, j'aimerais ça vous entendre sur ce qui vous touche encore aujourd'hui de votre travail. Bien, Marie-Ève, ça fait plusieurs années que tu es là-dedans. Hein? Donc, c'est quoi qui fait là, que finalement que tu es encore là? Qu'est-ce qui te reste au cœur après ces années-là? Puis toi, ben, qu'est-ce qui fait qu'après un an, tu as encore cette motivation-là à continuer? Parce que c'est important, même en début de carrière. Oui, bien, c'est ça. Moi, j'ai pas beaucoup d'années d'expérience, mais je pense que qu'est-ce qui fait que je suis passionnée par mon métier puis que j'aime ça, c'est le lien encore que je réussis à développer avec mes élèves. Quand je finis une année, je me suis tellement attachée à chacun des élèves de ma classe, puis d'avoir eu la chance de les voir évoluer puis progresser tout au long de l'année, puis me dire, mon Dieu, il y a une petite partie là-dedans qui me revient, puis que c'est grâce à moi. On dirait que je trouve ça tellement valorisant, puis ça me rend vraiment fière. Puis aussi, cette année, mettons que je pense à mon année actuelle, de constater que même si mes élèves ont des enjeux affectifs, ils ont réussi à développer une relation de confiance avec moi. C'est vraiment ça qui me rend heureuse là, dans mon travail au quotidien. Ah oui, puis tu peux être fière, assurément. Vraiment. Marie-Ève? Bien, moi, c'est sûr, là, tu sais, je l'ai dit, au début, je voulais passer ma carrière en déficience intellectuelle, puis je suis encore en déficience intellectuelle. Fait que, tu sais, moi, je m'amuse avec mes élèves, là. Puis, c'est ça. Puis, même en déficience sévère à profonde, c'est un autre monde, mais je m'amuse vraiment au quotidien. Puis, en déficience intellectuelle moyenne à sévère, on n'a pas toute la pression des enseignants du régulier par rapport aux échéances, puis aux bulletins, puis tout ça. Tu sais, c'est juste la beauté des amener le plus loin possible, puis de vivre des petites victoires. Fait que ça, moi, ça me fait beaucoup de bien. Là. Puis c'est sûr aussi que, tu sais, avant, j'ai travaillé avec des élèves qui avaient une déficience moyenne, donc avec lesquels on faisait plus d'apprentissage. Puis c'est sûr que quand on réussissait à apprendre à faire lire un élève qui avait une déficience intellectuelle moyenne, puis des voir là, qui se rendent compte qu'ils sont capables de lire, puis de lire n'importe quoi, puis là, ils se promènent dans l'école. Puis là, je lis la pancarte comme beau. Les autres. Disons qu'on ressent beaucoup de fierté, puis juste de les voir, là, c'est vraiment beau. Merci de nous partager ça. C'est beau, l'émotion que tu as. Mais oui. Mais c'est parce qu'on devient tellement fiers. Oui, exact. Puis je pense que tu l'as super bien nommé. C'est vraiment, hey, il y a une partie de moi là-dedans. Oui. C'est ça, je pense. Puis au fil du temps, ben, toutes ces petites expériences-là de prof rentrent dans le même élève. Puis il s'élève. Alors, c'est magnifique à regarder. Oui, comme enseignant, de prendre un élève à un certain niveau puis de réussir à l'amener à un autre niveau, c'est ça qui est satisfaisant, en fait.
Merci Alice, merci Marie-Ève pour votre générosité puis pour toute la lumière que vous mettez sur un domaine qui mérite tellement d'être reconnu. En fait, votre passion est contagieuse puis c'était un plaisir de vous entendre. Oui, Merci. Merci beaucoup. Un grand merci aussi à la Boîte Ronde, notre partenaire qui rend ce balado le possible. Et merci à vous, auditeurs et auditrices, d'être à l'écoute et de nous suivre dans cette aventure-là. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode d'Après la cloche.